ceux qui hésitent, hein, comme vous en plateau, comme ce médecin généraliste qu'on a entendu à l'instant, l'assurance maladie a un argument financier. 2 € pour chaque cas et 4 € pour les informations plus précises à chaque fois que le médecin généraliste, le médecin de ville, signale un malade atteint du Covid-19 et 4 € s'il renseigne précisément les personnes avec qui il a été en contact, voilà, pour des données plus complètes. Est-ce que c'est le prix du secret médical ? Oui, non, ça se fait déjà ailleurs, hein, sur d'autres projets de santé publique. Il y a une incitation financière pour les médecins à appliquer certaines dispositions. Ça n'est pas choquant en soi. Mais en l'occurrence, effectivement, ça prend une tournure. On est quand même à chaud, hein, dans cette épidémie. Imaginez que son médecin puisse donner votre nom à l'autorité sanitaire et qui va recevoir en échange une compensation financière, ça passe mal, effectivement. Actuellement, je crois que là, on est encore dans un problème de communication. C'est comme pour les départements. Je veux dire, il y a de bonnes idées, mais elles sont mal présentées et du coup, elles sont refusées. Alors, qu'en pense le docteur Jérôme Marty, qui a toujours la parole libre? On connaît. Bonjour Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Merci d'être avec nous en direct. Alors, qu'en pensez-vous de cette prime pour inciter les médecins à signaler les patients? C'est conforme à l'éthique, au serment d'Hippocrate? Non, c'est clairement pas conforme à l'éthique, c'est clairement pas conforme à notre déontologie. Effectivement, le prix de l'éthique et de la déontologie n'est pas ni de 2 ni de 4 €. Il n'a pas de valeur financière, il est un socle de la médecine. Je voudrais vous renvoyer aux années SIDA, moi, aux années HIV. Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on ait pu tracer les patients HIV, qu'on ait pu ainsi les déclarer et envoyer des brigades chez les gens avec qui ils auraient été en contact, avec leur nom livré comme ça? Je crois qu'il faut raison garder, il faut qu'on se calme un peu et qu'on boive frais et qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça. Il se passe actuellement des choses, on est tous en état d'urgence et d'ailleurs le gouvernement veut prolonger ce fameux état d'urgence. À l'intérieur, il y a 2 articles qui posent problème, l'article 2 et l'article 6. Une possibilité de forcer le confinement avec le juge de détention et des libertés, et un article 6 qui dit que l'on constitue des fichiers de patients. Tout ça est un peu fait à la va-vite, tout ça manque de médecine, tout ça manque de déontologie. Je sais bien qu'on n'a pas trop le temps, mais j'ai pour habitude de dire que lorsque l'on crée un outil, c'est pour s'en servir. Et donc à partir de là, on voit bien qu'on ouvre le champ des possibles et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il pourrait se terminer. Effectivement, je participe du fait qu'il faut créer sans doute une 33e maladie obligatoire, c'est l'évidence. Il faut qu'on puisse déclarer cette maladie et qu'ensuite l'assurance maladie ou l'ARS fasse son travail, mais que l'on livre ainsi ou que l'on bafoue le secret médical, ça présente plus de dangers que d'avantages. Docteur Jérôme Marty, est-ce que ce n'est pas le prix à payer, si je puis dire, pour être protégé, pour être sûr qu'on n'a pas contaminé d'autres personnes et qu'on puisse tracer justement les éventuels malades? Il y a sans doute des façons de faire les deux, c'est-à-dire de tracer les gens et de garder une anonymisation, d'éviter qu'on se serve des fichiers, d'éviter qu'on puisse tracer et ensuite avoir des passerelles qui aillent vers d'autres lieux. Il faut vraiment l'encadrer beaucoup plus. Il faut que l'on ait l'avis des conseils de l'ordre, il faut que l'on ait l'avis de la CNIL, il faut qu'on ait l'avis de différentes instances avant de se lancer dans une espèce d'incendie que l'on ne pourrait maîtriser. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire si un patient atteint du Covid-19 se présente à vous? Est-ce que vous allez l'inciter à se signaler? Déjà, j'ai un double rôle. Moi, j'ai un rôle de président de syndicat, comme mes confrères ou mes consoeurs qui le sont. Moi, j'ai lancé la question il y a 2 heures, il n'y a pas longtemps, en demandant ce que sur notre page Facebook, ce que les médecins pensaient du contact tracing et de ces brigades. J'ai déjà plus de 150 réponses de médecins. À 80%, les gens sont contre ou extrêmement méfiants. Donc, il faut le savoir. Donc, ça ne satisfait pas la profession. Alors, certes, c'est un petit échantillon, mais il est appelé à grandir. Mais cela montre que cela pose problème. Ensuite, ce que je fais moi-même, il est évident qu'on va faire le job en tant que détection et diagnostic des premiers cas, en quelque sorte, des gens qui présentent le Covid-19. Ensuite, vous dire que l'on va rentrer dans le fonctionnement des brigades, aujourd'hui, rien n'est sûr. Nous sommes à 4 jours ouvrés du 11 mai.
ce que l'on peut dire, c'est que manifestement, dans ce domaine comme dans d'autres, on est loin d'être prêt. Docteur Marty, si les médecins généralistes comme vous se méfient, et vous n'êtes pas le seul de ce système, est-ce que ça ne fait pas tomber automatiquement le principe même des brigades sanitaires qu'Édouard Philippe veut mettre en place? Écoutons-le et je vous fais réagir après. Dans chaque département, nous constituerons des brigades chargées de remonter la liste des cas contacts, de les appeler, de les inviter à se faire tester en leur indiquant à quel endroit ils doivent se rendre, puis à vérifier que ces tests ont bien eu lieu et que leurs résultats donnent lieu à l'application correcte de la doctrine nationale. Protéger d'abord, tester ensuite et isoler enfin. Sans les médecins qui sont centraux dans ce dispositif, les brigades sanitaires ne pourront pas être mises en place. Évidemment, mais c'est pour ça qu'on a besoin de 3 mots. On a besoin de confiance, on a besoin de volontariat, on a besoin d'explication. On ne peut pas imposer les choses, surtout comme ça, dans des moments aussi graves. Il faut se donner le temps de l'explication. Là, on voit bien qu'on nous a donné une date butoir d'un déconfinement, alors même qu'on a des régions qui sont totalement différentes les unes des autres. Et puis, on voit bien aussi que parler de brigade à Paris, par exemple, versus brigade en Ariège, ce n'est pas du tout la même chose. Autant en ruralité, il va être extrêmement facile de retrouver des cas contacts parce que globalement, les gens se connaissent. Autant dans Paris, par exemple, quand vous allez croiser, même si c'est contact proche et prolongé, il va y avoir des moments de la journée où vous allez être exposé à une éventuelle contamination pendant plus de 15 minutes. Vous ne connaissez pas les gens avec qui vous êtes en contact et les gens avec qui vous êtes en contact ne vous connaissent pas. Donc ça va être extrêmement difficile. Or, ce qu'il faut comprendre, je vous le fais très rapide, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une course contre la montre qui est de moins de 48 heures. Parce que si on laisse passer plus de 48 heures, les fameux cas contacts deviennent eux aussi potentiellement vecteurs. Et à ce moment-là, vous devez remonter aussi les gens qu'eux-mêmes ont rencontrés. Donc ce n'est plus 25 personnes en moyenne qu'il vous faut remonter, mais c'est peut-être 200, 300, 500 personnes. Donc ce dispositif, pris comme seul, et ce que je reproche moi à cela, c'est qu'une fois de plus, on a mis tous les œufs dans le même panier. Ce dispositif pris comme seul, sur une région comme l'Île-de-France, risque d'être extrêmement difficile de ne pas amener les résultats que l'on attend. Merci beaucoup, docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, d'avoir répondu à nos questions.